Des gens arrivaient de partout pour nous dire « On a tué des étudiants là-bas, on a tué des étudiants à tel endroit et à tel autre ». Après, on ne pouvait plus ni entrer ni sortir de la place, elle était bouclée par l'armée. Pour éviter un bain de sang, j'ai fracassé un fusil, une arme semi-automatique sur la stèle. Je sais que j'ai eu la chance de survivre aux événements du printemps de Pékin, alors que tant d'autres ont péri lors du massacre. J'ai toujours porté en moi un sentiment de culpabilité et de responsabilité. Car non seulement ils sont morts, mais le gouvernement dissimule toujours ce qui s'est passé place Tiananmen. Ces images sont les dernières que nous ayons filmées de Liu Xiaobo. Une rencontre discrète, comme toujours, pour déjouer la surveillance policière. 1 heure de discussion dans un faubourg de Pékin, en cette année où la ville accueille les Jeux Olympiques. Liu Xiaobo était en 2008 le plus éminent des dissidents chinois. L'un des héros de Tiananmen, celui qui avait tenu tête au régime de Pékin, celui qui avait protégé les étudiants. Voici l'histoire de l'homme qui a défié Pékin. Quelques semaines après cette rencontre, sa vie va basculer à nouveau. Le régime chinois va le faire disparaître pour de bon. Car l'homme tranquille avec qui nous partagions le thé ne se contentait pas, en cette année 2008, de raconter ses souvenirs du printemps de Pékin. Dans le plus grand secret, avec des centaines d'intellectuels, il élaborait la charte 08 qui réclamait la démocratisation de la Chine. Un texte qui va faire de lui, à nouveau, l'ennemi numéro 1 du régime et qui va lui valoir la reconnaissance universelle. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle for fundamental human rights in China. Le voilà prix Nobel de la paix, aux côtés de Václav Havel ou de Nelson Mandela. Mais Liu Xiaobo croupit dans une prison chinoise. Alors à Oslo, le prix Nobel est officiellement remis à une chaise vide. Cette chaise vide, ce prix Nobel silencieux, il est temps de lui rendre la parole. Nous avons parcouru plusieurs continents pour retrouver ses proches, ses compagnons de route, les lieux qui ont marqué son parcours. Un parcours qui croise toute l'histoire récente de la Chine. Un parcours de courage et de vérité. Un parcours que Pékin fait tout pour effacer de notre mémoire. C'est à Pékin, au milieu des années 80, que Liu Xiaobo a fait sa première apparition publique. Les années 80, une période d'incroyable liberté pour la Chine qui tourne la page du maoïsme. Le pays commence à s'ouvrir au monde et à copier certaines de ses nouvelles passions. Sur le campus de la prestigieuse université normale de la capitale, Liu Xiaobo est un jeune chercheur en littérature chinoise. Son franc-parler est connu de ses collègues. Mais pour son traducteur américain, Perry Link, c'est lors d'une conférence en 1986 que le jeune intellectuel change de dimension.
Il y a eu une conférence à Pékin, organisée en l'honneur des 10 ans de ce qu'on appelle la nouvelle période dans la littérature chinoise. Le thème de cette conférence était les progrès réalisés depuis Mao Tse-tung. C'était là une bonne idée et une bonne conférence. Liu Xiaobo était l'un des jeunes intervenants sur place et son intervention a eu l'effet d'une bombe. Je me souviens que l'un de mes collègues avait assisté à cette conférence. En revenant, il me dit « Un cheval noir est apparu ». Et en imitant son bégaiement typique, il me raconta comment Liu Xiaobo avait émis une critique du style « La littérature chinoise contemporaine, comme la culture antique, sont un tas de détritus. » Ça lui a donné une immense visibilité. Et dans les années 87, 88, 89, Liu Xiaobo est une vedette. Liu Xiaobo, quand il va parler dans une université, on se bouscule à l'entrée. On ne peut pas entrer dans les amphithéâtres. Au départ, ma pensée était très simple. J'espérais être capable de devenir une personne authentique, une personne digne. Mais au sein d'un système politique tel qu'en Chine, si vous êtes un intellectuel, alors vous allez devoir exprimer vos propres idées. Vous allez devoir écrire des essais. Et à partir de là, le conflit avec le gouvernement devient inévitable. Liu Xiaobo, en 1986, est ainsi devenu une star de la vie intellectuelle chinoise. Le jeune chercheur n'a pourtant jamais été à l'école avant d'accéder à l'université. Il est né en 1955 à Changchun, dans le nord-est industriel et froid de la Chine, aux confins de la Russie, de la Corée du Nord et de la Mongolie. Le père de Liu Xiaobo est professeur de littérature, profondément communiste. Mais cela ne va pas protéger sa famille lors de la révolution culturelle que Mao déclenche en 1966. Il faut faire du passé table rase, crient les gardes rouges du grand timonier, qui imposent partout leur violence. Les professeurs, comme le père de Liu Xiaobo, sont devenus les ennemis du peuple. Mao ferme toutes les écoles du pays. Liu Xiaobo n'a que 11 ans. Le jeune garçon n'a plus rien à faire de ses journées. Il est trop jeune pour devenir garde rouge comme ses frères aînés. Alors, il occupe son temps en multipliant les lectures. Sa famille a réussi à conserver de nombreux livres, notamment étrangers, même lorsqu'elle est envoyée en Mongolie intérieure pour rééducation. Les conditions de vie matérielles sont difficiles, mais sans école et sans contrainte, Liu Xiaobo est heureux dans cette enfance d'une grande liberté. Xu Youyu, philosophe chinois, était garde rouge ces années-là. Il est devenu l'un des plus célèbres intellectuels libéraux de son pays. Et il est l'un de ceux qui avaient écrit au comité Nobel pour plaider pour Liu Xiaobo. En 68, lorsque Mao Zedong nous a exilés de force à la campagne, justement parce que nous étions de jeunes instruits, ce fut pour moi un grand choc. La misère et le manque d'éducation que j'y ai découvert m'ont fait prendre conscience de l'écart entre la propagande du Parti communiste chinois et la réalité sociale. Le système socialiste n'était pas aussi supérieur qu'on voulait bien nous le dire. Lorsqu'il sort de l'adolescence, il devient peintre en bâtiment dans sa ville de Changchun, l'ancienne capitale de Mandchourie, devenue aujourd'hui une immense métropole de 7 millions d'habitants. Le jeune Chinois n'a donc jamais été scolarisé. Il s'est instruit tout seul. C'est l'un des paradoxes de la révolution culturelle. En fermant les écoles, Mao Zedong a peut-être perdu le contrôle d'une partie des esprits chinois qui ont dû, par eux-mêmes, construire leur façon de penser.
Quand j'étais encore tout jeune, j'ai lu beaucoup de livres, notamment des œuvres littéraires françaises, par exemple J'accuse de Zola. Le rôle d'intellectuel public qu'a endossé Zola en France a eu une profonde influence sur les intellectuels en Chine. En plus d'écrire ses propres œuvres littéraires, il se préoccupait aussi de la société et des affaires publiques importantes de son temps. Aujourd'hui encore, tous les intellectuels en Chine peuvent invoquer le nom de Zola. En 1976, la mort de Mao met fin à la révolution culturelle. Un an plus tard, les universités chinoises rouvrent leurs portes. Liu Xiaobo s'inscrit immédiatement à l'université de Changchun, plongeant avec avidité dans un océan de savoir dont il avait été privé. À 25 ans, licence en poche, il quitte sa région d'origine pour rejoindre la capitale et pour devenir le jeune phénomène de la vie intellectuelle chinoise. Pékin, à la fin des années 80, respire la liberté, si loin de la campagne dans laquelle Liu Xiaobo a grandi. Dans le centre de la capitale, la nouvelle librairie internationale est une attraction magnétique pour la jeunesse qui vient y exprimer ses envies et ses nouveaux rêves. J'aime la littérature française. Je suis fan de Molière et de Maupassant. Je prévois d'aller étudier aux États-Unis. Alors je cherche surtout des livres pour perfectionner mon anglais qui est insuffisant. Liu Xiaobo a terminé sa thèse consacrée à l'esthétique et la liberté humaine. Liberté dont il est déjà le champion parmi les intellectuels chinois. Il a 33 ans et il voudrait désormais découvrir cet Occident dont la littérature a nourri sa jeunesse. À l'été 1988, alors que le premier fast-food américain ouvre à Pékin, Liu Xiaobo fait le voyage inverse. Sur la route de l'Amérique, il fait une première escale à Hong Kong, où il découvre une autre Chine. Une Chine moderne, une Chine respectueuse des libertés. Ensuite, il s'arrête à Oslo. Ce premier contact avec l'Occident tourne court. Il s'ennuie ferme et se fâche avec les sinologues de l'université norvégienne qu'il traite d'usurpateurs. À l'automne 1988, enfin, il atterrit à New York. Andrew Nathan, le doyen des études chinoises de la prestigieuse université de Columbia, lui a proposé un poste de professeur invité. Je ne pense pas que l'université, ou encore moins le gouvernement des États-Unis ou quiconque avait des projets pour cet homme. C'est juste qu'on m'avait demandé de l'inviter et qu'il était lui-même curieux de venir. Il est vrai qu'aux États-Unis, à cette époque, nous étions plutôt optimistes quant à l'orientation de la Chine. Deng Xiaoping était venu ici en portant un chapeau de cow-boy. C'est drôle d'y repenser aujourd'hui avec le recul. Mais nous pensions que la Chine était sur la voie d'une certaine forme de démocratisation et nous étions donc intéressés par des échanges avec ces intellectuels. Mais pour lui, en aucun cas cela ne faisait partie d'une stratégie politique. C'était son idée de venir ici. À New York, dans le froid de ce début d'année 1989, vivent des dizaines de jeunes intellectuels chinois. Il y a le jeune Ai Weiwei, aujourd'hui figure mondiale de l'art contemporain, mais aussi le poète Bai Ling, arrivé à New York quelques mois plus tôt et qui a accepté d'héberger Liu Xiaobo. Il m'a demandé, Bai Ling, tu peux m'héberger? J'ai répondu oui, tu peux rester chez moi. Je me souviens encore d'avoir été le chercher à l'aéroport avec plusieurs dissidents chinois qui m'accompagnaient car il était déjà connu à l'extérieur. Alors, tous les soirs, chez moi, il y avait de nombreuses rencontres entre dissidents chinois. Nous avions toujours la possibilité de nous retrouver à l'extérieur ou alors dans le salon de mon appartement.
Cette petite communauté d'intellectuels chinois expatriés vit dans le quartier du Queens à New York. Liu Xiaobo est fasciné par les librairies, les musées et les galeries. En mars, il visite le Metropolitan Museum of Art, l'un des plus grands musées du monde, à la lisière de Central Park. Il a lui-même écrit au sujet du Metropolitan Museum de New York sur le fait d'observer ces incroyables peintures géantes et commencer à ressentir, presque au sens existentiel, la vacuité de la vie humaine, fût-elle occidentale. Et il se disait, on doit encore comparer la Chine à ses standards internationaux, mais tout en conservant comme une seconde tâche un esprit critique envers les standards eux-mêmes. L'Occident n'est pas un modèle, l'Occident a ses propres problèmes. Tandis que Liu Xiaobo est à New York, Hu Yaobang, l'ancien secrétaire général du Parti communiste chinois, meurt d'une crise cardiaque le 15 avril 1989 à Pékin. Il avait dû démissionner 2 ans plus tôt, poussé dehors par les éléments les plus conservateurs du régime. Car Hu Yaobang était l'architecte de l'ouverture de la Chine dans les années 80. Dans les universités, des affiches fleurissent immédiatement pour rendre hommage à ce père de la réforme. Des petits groupes d'étudiants se forment et certains convergent sur la place Tiananmen où ils se retrouvent en fin de journée. 2 jours plus tard, le 17 avril, un nouveau rassemblement est organisé sur la place, dans la soirée. Cette fois, ils sont près de 3000 étudiants et ils présentent une première liste de revendications. Elles vont de la restauration de la vision de la démocratie de Hu Yaobang et de la lutte contre la corruption jusqu'à la suppression de la censure. À New York, Liu Xiaobo suit les événements dans l'appartement de Hu Ping, l'aîné du petit groupe de dissidents chinois en exil. Liu Xiaobo a très vite compris que c'était le début d'un grand mouvement pour la démocratie. Nous avons décidé de publier conjointement par 2 fois des lettres ouvertes et des déclarations. Et pour ces prises de position, à l'époque c'était différent d'aujourd'hui. Il n'y avait pas d'Internet. La majorité des gens en Chine n'avaient même pas le téléphone. Alors nous avons utilisé le fax pour transmettre nos déclarations à Pékin. Nos amis à Pékin les ont récupérées et les ont collées à travers toute la ville, y compris à l'université sur le fameux triangle de la démocratie. On nous a dit que nos textes avaient suscité beaucoup d'intérêt. Le 22 avril, pendant les funérailles officielles de Hu Yaobang, les étudiants envahissent à nouveau la place Tiananmen. Les leaders du parti, rassemblés dans le palais du peuple, commencent à prendre peur. Avant le 4 juin, Liu Xiaobo avait acquis une position de leader au sein des intellectuels chinois. Il savait que s'il ne retournait pas bientôt en Chine, il s'exclurait de lui-même et perdrait son statut. Il est clair que ses ambitions politiques ont aussi appuyé sa décision. Si on était tous rentrés en Chine à ce moment-là, c'était peut-être la meilleure chance de changer le pays. Mais il est le seul à avoir dit « Ok, tu peux acheter mon billet maintenant ». Moi et Hu Ping, on était tous les deux un peu inquiets. Rentrer en Chine, c'était peut-être dangereux. Le 27 avril 1989, alors que les autorités ont durci le ton, des dizaines de milliers d'étudiants marchent tout de même depuis leur campus jusqu'à la place Tiananmen. Quand Liu Xiaobo arrive dans la capitale chinoise, il souhaite immédiatement rencontrer le leader du mouvement. On le guide vers le campus où vit Wu Kaixi, qui a été élu il y a quelques heures président de la Fédération autonome des étudiants. À cette époque, le nom de Liu Xiaobo était déjà célèbre pour tous les étudiants.
Et il était là, frappant à la porte de ma chambre pour me voir. Mais voilà, j'étais en train de participer à une réunion d'urgence dans mon dortoir avec les étudiants leaders de différentes universités. Je me suis dit, bon, Liu Xiaobo ou pas, je dois le laisser à la porte. Tu ne peux pas rentrer. Je pense que j'aurais probablement rejeté Dieu lui-même s'il avait frappé à la porte. À ce moment, cette réunion semblait plus importante que tout. Mais bien sûr, dès que la réunion fut terminée, je me suis mis en quête de Liu Xiaobo. J'étais extrêmement troublé par sa présence. Nous avons été le voir dans son petit dortoir sur le campus. Nous avons frappé à sa porte, nous nous sommes assis et nous avons discuté. Nous sommes devenus immédiatement de très bons amis. Liu Xiaobo s'immerge littéralement dans le mouvement qui dure depuis déjà une dizaine de jours et ne cesse de grandir. Il passe ses jours et même ses nuits sur cette place Tiananmen, transformée en vaste agora au cœur de Pékin, à 2 pas du siège du pouvoir chinois. Le critique littéraire se transforme progressivement en activiste politique, avec le sentiment de vivre un événement historique majeur pour la société chinoise. Et c'est un mouvement initié et conduit par les étudiants, et le professeur qu'il est se montre parfois sévère vis-à-vis des jeunes leaders inexpérimentés. Il était l'un des plus grands conseillers du mouvement étudiant de 1989. Et nous recherchions un guide, nous recherchions un mentor. Et il a endossé ce rôle. Sur la place Tiananmen, les étudiants ont entamé une grève de la faim, occultant la visite pourtant historique à Pékin du dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev. La direction du Parti communiste chinois se déchire entre partisans de la manière forte et partisans de la négociation. La décision revient au vieux dirigeant Deng Xiaoping. Il déclare la loi martiale et mobilise l'armée. Zhao Ziyang, le dirigeant réformiste du parti, sait que le drame est proche. Il se rend sur la place pour implorer les étudiants. Malgré les larmes du secrétaire général du parti, la ligne dure a gagné. Le régime a décidé de l'usage de la force pour évacuer la place. Liu Xiaobo, sentant le danger imminent, se lance avec 3 autres personnalités dans une grève de la faim pour exiger la non-violence tant du côté des étudiants que du côté de l'armée déjà postée autour de la ville. Notre génération tenait vraiment à montrer qu'elle tournait le dos au Parti communiste chinois. Les partis marxistes-léninistes au pouvoir, et tout particulièrement le Parti communiste chinois, proclament que le pouvoir est au bout du fusil et prône la lutte violente. Adhérer à la non-violence était ainsi une façon d'exprimer la rupture totale avec l'idéologie du parti. Dans la soirée du 3 juin 1989,
L'armée populaire de libération prend place dans la capitale chinoise. Le massacre commence à chaque point de résistance. On tombe sous les balles dans les rues. On tombe sous les balles près des universités. La place Tiananmen, au cœur de Pékin, est l'objectif final de l'armée. Selon les ordres, elle doit être libérée le lendemain matin. Chez les étudiants, deux lignes s'affrontent. Certains souhaitent l'apaisement, les plus radicaux veulent rester sur place et faire face à l'armée. J'ai demandé aux étudiants sur le monument de se calmer et j'ai réuni quelques camarades pour m'aider. Il fallait éviter la violence. J'ai demandé à parlementer avec les étudiants pour qu'ils abandonnent la violence. Liu Xiaobo voulait sauver des vies. Il a essayé, prenant les choses sous sa responsabilité. Il va aller marcher vers les soldats avec un drapeau blanc pendant qu'ils tirent. Il va aller négocier. C'est lui. Il est comme ça. Il pense que c'est sa propre responsabilité. Après avoir négocié avec l'armée, nous sommes retournés au centre de la place pour demander aux étudiants de se retirer. Et finalement, la dernière scène dont je me souviens, alors que le jour était prêt à se lever, c'est les étudiants évacuant progressivement la place par le passage ouvert par les soldats au sud-est. Au petit matin du 4 juin, la place Tiananmen est un champ de ruines. Mais pour tous les témoins, un drame plus grand encore a été évité grâce au professeur Liu et à ses camarades. Ce que nous connaissons comme massacre de Tiananmen a eu lieu tout autour, dans les rues de la ville et dans les quartiers où les étudiants s'étaient réfugiés. Les coups de feu résonnent encore quelques jours dans les rues de Pékin. Les familles cherchent leurs proches. Le bilan à ce jour est toujours impossible, quelques centaines ou quelques milliers de morts. Le lendemain, le 5 juin 1989, alors que les chars patrouillent près de la place Tiananmen, un homme, seul, devient le symbole de la résistance du peuple chinois à une dictature qui a le sang des Pékinois sur les mains. Les leaders du mouvement de Tiananmen sont poursuivis par le régime qui diffuse les avis de recherche à la télévision. Beaucoup s'enfuient à l'étranger. Liu Xiaobo n'en a aucune intention. J'ai été arrêté le 6 juin, 2 jours après le massacre. Je rentrais chez moi à bicyclette lorsque, arrivé à mi-chemin, j'ai soudain vu un minibus arriver. Plusieurs hommes en ont surgi. Ils ont balancé mon vélo, m'ont bandé les yeux et obstrué la bouche avant de me jeter dans leur voiture. Dans le camp de rééducation, il disposait de beaucoup de temps. Sa première expérience de la prison lui a permis de revenir sur ses expériences passées et de réfléchir au futur de la Chine. Il a également profité de ce temps pour lire des ouvrages remarquables. C'est bien connu. Pour beaucoup de prisonniers politiques, l'expérience de la prison devient en réalité une nouvelle université. Et ce fut bien le cas pour Liu Xiaobo.
Mais ce premier emprisonnement marque aussi un tournant dans la vie personnelle de Liu Xiaobo. Alors qu'il n'était qu'étudiant, il avait épousé Tao Li en 1982. Le couple avait un fils, âgé de 6 ans en 1989. Après 6 mois d'emprisonnement, son épouse demande le divorce. Liu Xiaobo ne verra plus son enfant, qui partira plus tard vivre avec sa mère aux États-Unis. Après m'avoir arrêté, les autorités souhaitaient m'ériger en exemple. À la télévision, au moment des nouvelles nationales, ils ont diffusé un long sujet sur moi ayant pour thème « On a arrêté Liu Xiaobo, le mafieux ». Tout le monde à l'extérieur, mes amis, ma famille, pensait que j'allais être fusillé ou du moins écopé d'une très lourde peine de prison. Je comprends donc parfaitement le choix de mon ex-femme. Dans cette atmosphère terrible d'après le 4 juin, elle a pensé que le divorce serait mieux pour notre enfant et pour elle. C'est un choix raisonnable lorsqu'on a un enfant à élever. Quant à moi, à y repenser, je me dis que je n'ai pas été à la hauteur. Mes choix personnels leur ont causé énormément d'ennuis et de contraintes. Et je leur demande encore pardon. Les transformations de sa personnalité ont été très visibles, et beaucoup d'amis l'ont remarqué. Elle porte l'empreinte du 4 juin. Nous portons tous, moi y compris, les cicatrices du 4 juin. Lui, il était comme hanté par l'âme des victimes de Tiananmen. Alors pour ces morts, pour tenter de leur rendre justice, j'ai pensé que mon devoir était de rester ici, en compagnie de leurs fantômes. C'est principalement pour cette raison que je suis resté en Chine. Liu Xiaobo sort de prison en 1991. La Chine se transforme autour de lui. Le vieux Deng Xiaoping, qui a fait tirer sur les étudiants, se retire après avoir relancé les réformes avec son slogan « Enrichissez-vous ». Place à Jiang Zemin et à une génération de dirigeants qui viennent de Shanghai et qui a décidé que la Chine devait réveiller son économie. Les grands projets fleurissent partout, le pays s'ouvre aux entreprises étrangères. Liu Xiaobo, lui, n'est plus l'intellectuel flamboyant des années 80. Il a perdu son poste à l'université et n'a plus le droit de publier en Chine. Avec son ami, le poète Liao Yiwu, il se cherche un nouveau rôle parmi les intellectuels pékinois. Notre spécialité avec Liu Xiaobo, c'était les pétitions. On adorait les pétitions. On n'arrêtait pas de rédiger des pétitions politiques, qui concernaient souvent de près ou de loin le massacre de la place Tiananmen. À l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur. Tout devait passer par fax. Donc, on n'était souvent pas bien nombreux à signer ces pétitions. Et clairement, je ne savais jamais exactement combien. Mais nombreux ou pas, ça ne nous empêchait pas d'être systématiquement arrêtés le lendemain. Liu Xiaobo se retrouve ainsi impliqué dans beaucoup de ces contestations des années 90. Un activisme qui va lui valoir plusieurs séjours en détention ou en rééducation. En 1995, il est arrêté alors qu'il préparait une nouvelle pétition pour faire reconnaître le massacre de Tiananmen. 6 mois de privation de liberté. En 1996, il est envoyé pour 3 ans en camp de rééducation dans le nord de la Chine. C'est dans la cantine de ce camp qu'il épouse Liu Xia, intellectuelle et poétesse, qui partage avec lui le même idéal de liberté. Alors qu'il purge sa peine, le régime chinois lui fait une proposition à l'occasion de la visite du président Clinton à Pékin. Liu Xiaobo et sa femme peuvent quitter la Chine immédiatement avec le président américain. On est en 1998, on vient le voir en prison, le pouvoir lui fait comprendre qu'il pouvait partir. Liu Xiaobo a répondu « Je ne partirai pas. Si vous m'aviez condamné à 8 ou 10 ans de prison, peut-être que j'aurais choisi de laisser tomber et de partir. Mais là, je n'ai pris que 3 ans.
Je sortirai l'année prochaine, alors je choisis de rester. Liu Xiaobo est libéré en 1999. Au début des années 2000, le CIO visite Pékin pour lui attribuer bientôt les Jeux Olympiques de 2008. La Chine s'apprête à adhérer à l'OMC. Les grandes villes découvrent la richesse. Cette course au développement renforce Liu Xiaobo dans ses convictions. En juillet 2001, il crée la branche chinoise de la plus grande association internationale d'écrivains, le Pen Club, qui défend partout dans le monde la liberté d'expression. À ce moment-là, sur le plan de la vie matérielle, nous vivions beaucoup mieux qu'à l'époque de Mao Tse-tung ou même que durant les années 80. Mais qu'en est-il du progrès social, du système dans sa globalité? La vie d'un homme ne se résume pas à son argent, n'est-ce pas? L'homme ne peut pas se contenter de manger à sa faim et d'être vêtu chaudement. Il a des besoins d'un autre ordre. Certains de mes camarades ou collègues de l'époque se sont enrichis. Ils conduisent aujourd'hui de grosses voitures, habitent de grandes maisons. Il serait pourtant difficile d'affirmer qu'ils mènent une meilleure vie que la mienne, du moins sur le plan de la tranquillité d'esprit. Yu Jie est alors un jeune intellectuel en vogue, un peu comme Liu Xiaobo dans les années 80. Il fait le choix risqué de rejoindre le Pen Club. Liu Xiaobo espérait également faire du Pen Club une plateforme pour nous permettre d'étudier et d'appliquer la démocratie dans la vie. Par exemple, notre comité de direction comptait 11 membres et se réunissait sur Internet une fois par mois pour débattre de nombreuses questions. En réalité, nous avions des débats très vifs, très passionnés sur, par exemple, la façon d'organiser une réunion. Car en réalité, tous ces intellectuels chinois férus de démocratie ne savaient même pas comment organiser correctement une réunion. Alors, en s'impliquant dans ce club d'écrivains, il voulait aussi montrer cette nouvelle littérature issue du massacre de Tiananmen. Il voulait promouvoir un groupe de nouveaux écrivains. Il les voyait dans la lignée de Solzhenitsyn, de ces écrivains de l'ex-Union soviétique qui résistaient dans l'ombre sous le joug du Parti communiste. Il pensait que c'était la même chose, qu'il lui fallait toujours se battre, montrer la réalité. Ce qu'on peut faire seulement par le témoignage. Pour lui, cette littérature de témoignage était fondamentale. Liu Xiaobo paye le prix de cet activisme. Des agents du gouvernement, en civil mais pas vraiment discrets, campent désormais devant chez lui. Son téléphone est sur écoute, sa connexion Internet est filtrée. Dans son appartement pékinois, il vit désormais en résidence surveillée. Je suis complètement contrôlé. Mon téléphone, mon ordinateur, etc. Ils me suivent tout le temps. Et puis de nos jours, ce n'est plus comme dans les années 90. Dans les années 90, quand ils te suivaient, c'était en se cachant pour qu'on ne les voie pas. Si vous vous retourniez brusquement, vous les voyez essayer de se cacher. Mais aujourd'hui, ils le font ouvertement. Ils vous font comprendre que vous êtes suivis. Et quelquefois même, ils sont juste à côté de moi et on se met à avoir une petite conversation. Nous sommes le 8 août 2008. Pékin se sent plus fort que jamais. La ville devient le centre du monde. Elle a maté toutes les contestations et va faire de ces JO son couronnement. Mesdames et messieurs, prière de vous lever pour l'hymne national chinois. Liu Xiaobo profite à sa manière de cette période olympique. Il rencontre des journalistes étrangers. Il organise surtout, discrètement, des rencontres de plus en plus régulières dans les ruelles du vieux Pékin. On y croise des professeurs d'université et même des officiels plus ou moins proches du parti. Liu Xiaobo a un nouveau projet,
sur le modèle de la charte 77, rédigée par Václav Havel en Tchécoslovaquie. Je me souviens qu'à l'époque, nous nous retrouvions toujours au restaurant pour discuter, dans le restaurant d'un ami, parce qu'on ne pouvait pas discuter par téléphone ou par Internet. Alors à chaque fois, on invitait des amis à se joindre à nous dans ce restaurant. Si mes souvenirs sont bons, on a dû se réunir ainsi une bonne dizaine de fois. À chaque fois, on invitait des gens différents. Par exemple, un jour c'était des universitaires, et puis la fois d'après des écrivains, puis ensuite des avocats. Ils venaient tous discuter avec nous de la charte 08. Tang Biao, avocat des causes dites sensibles à l'époque, entend parler de ces rencontres et il prend contact avec Liu Xiaobo. Je lui ai donné quelques conseils de juriste. Au départ, la première version qu'il m'avait donnée comportait 20 articles. Je lui ai dit qu'il y avait trop de sujets abordés et qu'il vaudrait mieux se concentrer sur la réforme politique, la transition démocratique, l'état de droit et les droits de l'homme. C'était une période où de nombreuses personnes travaillaient en même temps à l'amélioration de cette ébauche, dans le plus grand secret. Après des semaines de débats intenses et secrets parmi les intellectuels, la charte 08 en propose une synthèse en 19 articles. Cela va de l'indépendance de la justice à la liberté d'expression ou de culte. Xia Yeiliang est professeur d'économie à l'université de Pékin. Il participe à ces débats passionnés, mais il estime que le texte de Liu Xiaobo n'est pas assez radical. Personnellement, je n'étais pas d'accord avec beaucoup de points. Mais à ce moment-là, j'ai pensé que tout le monde devait faire des compromis, on était d'accord là-dessus. Parce que cette version était très pacifique. Le langage n'est pas très dur. Je veux dire qu'il n'y avait aucune mention de subversion du gouvernement ou des choses comme ça. Donc je pensais que les gens qui signaient ça n'auraient pas à subir de graves conséquences. Le texte de Liu Xiaobo réunit 303 signatures, des officiels, des cadres d'entreprises d'État, des responsables d'universités. C'est un succès inespéré. La charte doit être publiée le 10 décembre 2008, Journée internationale des droits humains. Mais le pouvoir prend conscience du danger. Liu Xiaobo et plusieurs autres signataires, dont Yu Jie, sont arrêtés 48 heures avant la publication. Si tu écris un article dans ton coin, ça ne leur fait pas peur. Mais si plusieurs centaines de personnes se rassemblent pour le signer, alors ça les terrorise. Et puis, avec la charte 08, Liu Xiaobo a montré qu'il n'était pas seulement un intellectuel dissident. Il a montré qu'il était aussi capable d'organiser un mouvement et de rassembler les forces d'opposition, y compris à l'intérieur du système. Arrêté le 8 décembre, Liu Xiaobo est détenu arbitrairement pendant plusieurs mois avant que son procès ne commence en décembre 2009 devant la Cour intermédiaire numéro 1 à Pékin. Un procès à huis clos. Les camarades du dissident sont tenus à distance par la police qui a bouclé le tribunal. Je suis venu ici pour soutenir Liu Xiaobo et pour soutenir la charte 08. Une douzaine d'ambassades, dont celle d'Allemagne et des États-Unis, ont envoyé des observateurs qui seront, eux aussi, interdits d'entrer dans la salle d'audience. 2 jours plus tard, le 25 décembre 2009, Liu Xiaobo est condamné à 11 années de prison pour subversion du pouvoir de l'État. La date ne doit rien au hasard. Pékin espère qu'en ce jour de Noël, les médias étrangers et les diplomates seront moins mobilisés autour du tribunal. La persécution d'individus pacifiques pour l'expression de leurs opinions politiques est incompatible avec la législation internationale relative aux droits de l'homme. Monsieur Liu a pacifiquement œuvré pour la mise en place de processus démocratiques en Chine. Nous ne cesserons de demander au gouvernement chinois sa libération immédiate.
Face à ses juges, Liu Xiaobo a lu une longue déclaration. La liberté d'expression n'est pas un crime, répète-t-il. Et il ajoute la phrase qu'il avait prononcée sur la place Tiananmen, « Je n'ai pas d'ennemis », son credo pour la non-violence. Deux semaines plus tard, sur le port d'Oslo, une lettre parvient au comité du prix Nobel de la paix. Elle est signée par Václav Havel. Elle réclame que le prix Nobel soit attribué aux dissidents chinois emprisonnés. Des intellectuels partout dans le monde vont se joindre à cet appel. Le 8 octobre 2010, le comité Nobel norvégien annonce son choix. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2010 to Liu Xiaobo for his long and non-violent struggle. J'ai entendu avec l'accent étranger. Je ne pouvais plus contenir mon émotion. Comme le dit l'expression, je riais et je pleurais en même temps. Mais je n'étais pas seul. Ce jour-là, on avait tous la larme à l'œil. Mais nous étions bien conscients que notre influence, l'influence de ceux qui luttent pour la liberté et la démocratie en Chine, était minuscule et que dans le monde, seule une infime partie des gens connaissaient le nom de Liu Xiaobo. Liu Xiaobo ne sait pas qu'il est prix Nobel. Il croupit dans sa prison du nord de la Chine. Alors les médias étrangers se précipitent à Pékin devant la résidence de Liu Xia, son épouse. Certains de ses compagnons tentent de se frayer un passage. Je pense que la dictature du parti unique va disparaître dans les 10 ans. Je suis très optimiste là-dessus. Mais cet optimisme est de courte durée. La grille se referme. L'appartement de Liu Xia se transforme en quelques heures en résidence surveillée. Le jour de la remise du prix Nobel, c'était l'après-midi à Pékin. La police est venue frapper à ma porte. 2 policiers se sont engouffrés chez moi. Et ils m'ont mis un sac noir sur la tête. Ils m'ont torturé de multiples façons. Ça a duré 8 ou 9 heures, jusqu'à la nuit noire. Et je suis tombé dans le coma. Ils m'ont emmené à l'hôpital car je pense qu'en haut, ils n'avaient pas donné l'ordre de me tuer, mais seulement de me torturer un bon coup. À l'approche de l'annonce du prix Nobel, Liu Xia parvient rarement à s'échapper de son appartement. Un jour, nous l'avions retrouvée dans un café de Pékin. Elle nous avait montré son travail d'artiste, ses poèmes et surtout les photos qu'elle prenait de son mari. Liu Xia avait toujours été consciente du danger de sa vie avec Liu Xiaobo. Vous savez, moi, pendant de nombreuses années, il ne m'est arrivé que des mauvaises choses. Alors, comment on aurait pu imaginer cela? Pendant toutes ces années, Liu Xiaobo n'a jamais pensé qu'il serait un jour nominé. Alors encore moins qu'il pourrait recevoir ce prix. Lui, depuis que je le connais, il soutient la candidature des mères des victimes de Tiananmen. Il a toujours exhorté tous ses amis, chinois comme étrangers, à faire de même, jusqu'au bout. 2 jours avant d'être arrêté, il disait encore au téléphone à un ami « Je vous demande à tous de redoubler d'efforts pour que les mères de Tiananmen obtiennent le prix Nobel. » Liu Xia est réfugiée à Berlin depuis l'été 2018, grâce aux efforts du gouvernement allemand. Elle ne peut pas s'exprimer publiquement car son frère est retenu en otage à Pékin. Mais elle a tenu à montrer sa présence au milieu de ses camarades en lisant un poème.
我写给小波的。你说话，你说话，你说实话，你白天说，夜晚说，只要醒着就说。你说呀说，你在封闭的房间里，你的声音冲到外面扩散。20年前的枪声决定了你的生命，永远活在死亡里。你爱你的妻子，但更骄傲她与你共度的黑暗时间。你让她随心所欲，更坚持让她死后继续给你写诗。那些诗行没有声音，没有。Sur cette vidéo de l'administration pénitentiaire chinoise, on voit Liu Xia rendre visite à Liu Xiaobo. C'est comme cela qu'elle lui a annoncé qu'il était prix Nobel. C'est comme cela qu'elle a appris qu'il était malade, gravement malade d'un cancer du foie. Ces images de propagande veulent faire croire que Liu Xiaobo a été bien soigné. On le voit être examiné par de nombreux docteurs, y compris lorsque sa santé se dégrade. On voit le prix Nobel pratiquer des activités physiques dans sa prison. On voit surtout un homme seul, à l'isolement permanent. Durant l'année 2017, le cancer s'aggrave. Depuis sa résidence surveillée, Liu Xia parvient à alerter la communauté internationale. En juin 2017, Liu Xiaobo est admis à l'hôpital de Shenyang en phase terminale. Face à la pression internationale, le régime accepte que des médecins étrangers viennent à son chevet. Il leur confirme sa volonté d'être soigné en Europe, mais c'est une mascarade et c'est trop tard. Il n'est pas transportable, disent leurs collègues chinois. Liu Xiaobo meurt quelques jours plus tard, le 13 juillet 2017, après 9 années d'emprisonnement. La communauté internationale a préféré fermer les yeux. De nombreux pays, pratiquement tous, se préoccupent surtout de faire du commerce avec la Chine, de gagner de l'argent sur le marché chinois. La promotion de la démocratie et des droits de l'homme se retrouve reléguée au dernier plan. En ce qui concerne Liu Xiaobo, j'appelle cela un meurtre sordide à la face du monde, car il est mort en prison, sous les yeux du monde entier, et personne n'a bougé. Le régime chinois organise des funérailles bien orchestrées. Toute la famille de Liu Xiaobo a été convoquée par les autorités. La propagande officielle tente de contrôler l'image et l'héritage du prix Nobel. Le régime ordonne que ses cendres soient dispersées en mer pour éviter un lieu de recueillement au nom de Liu Xiaobo. Liu Xia m'a également raconté que lorsqu'elle était avec Liu Xiaobo dans les tout derniers temps, dans sa chambre d'hôpital, il y avait plusieurs grands cartons remplis de tous les écrits qu'il a produits pendant ses 9 années de prison, entre 2008 et sa mort. Il faut imaginer, il y a plusieurs malles de manuscrits. Mais après la mort de Liu Xiaobo, la police a confisqué tous ces manuscrits, toutes ces malles. Et je ne connais pas leur sort. En Chine, le nom de Liu Xiaobo est totalement censuré. Alors les internautes ont commencé à parler de « chaise vide » et le terme « chaise vide » a été à son tour censuré.
Il n'y a plus qu'un seul endroit dans le pays où le nom de Liu Xiaobo résonne encore dans la population. À Hong Kong, où l'on célèbre depuis 30 ans avec gravité l'anniversaire du massacre de Tiananmen. Désormais, la figure de Liu Xiaobo est partout dans ce rendez-vous majeur de la vie des Hongkongais. Mais Hong Kong, c'est une autre Chine. L'ancienne colonie britannique bénéficie pour le moment d'un statut spécial, d'un accès à un Internet libre et aux médias étrangers. Mais à l'intérieur du pays, la censure est totale. En 2008, lors de notre dernière rencontre, Liu Xiaobo pressentait les risques à venir. Dans quelques semaines, il allait disparaître, emprisonné jusqu'à sa mort. Il nous laissait ses derniers mots pour comprendre sa liberté. Je pense que j'ai fait des choix justes. Bien sûr que les conséquences sont importantes pour moi. Mais c'est de toute façon comme ça si vous vivez en Chine. Vous devez payer un prix. Si vous ne choisissez pas mon genre de vie, une vie que la plupart des gens considèrent comme trop dure et trop risquée, alors vous ne paierez pas le prix que je paie. Mais si on y réfléchit, vous devrez quand même payer un prix, un certain prix. Par exemple, vous serez obligé de mentir. Vous devrez suivre l'idéologie dominante pour obtenir et conserver un bon revenu, un bon travail. Impossible alors de se préoccuper des morts du 4 juin. Impossible d'exprimer la moindre critique envers le gouvernement. En fait, impossible d'exprimer la moindre opinion authentique. Et tout cela pour une vie matérielle confortable. Alors moi, je préfère payer ce prix élevé du danger plutôt que de devenir quelqu'un qui vit dans le mensonge, plutôt que de devenir quelqu'un qui renie sa propre conscience.